Bien, alors bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer avec la thermodynamique 2, donc la série numéro 2 sur le changement de phase. Voilà, donc si vous le permettez, on fait l'exercice numéro 3. Donc ça parle d'un cycle avec changement de phase. Alors, une masse M, initialement à la température T1 et à l'état de vapeur saturante, état désigné par A1, P1 et V1 se détend de façon isotherme jusqu'à A2, dont la pression est P2 est égale à P1 sur 2. Elle est ensuite comprimée de façon isobare jusqu'à l'état A3, T de X, dont la température est T2 et dont le titre en vapeur X est inclus entre 0 et 1. Alors, on désigne par A2' l'état où une goutte de liquide apparaît pour la première fois. Alors, une compression isentropique mène cette masse d'eau jusqu'à l'état du liquide saturant A4 dont la pression est égale à P1. Alors, cette masse d'eau évolue ensuite d'une manière isobare jusqu'à l'état initial A1. Alors, on désigne par L1 et L2 du chaleur latente de vaporisation aux températures T1 et T2 et CF, la masse, bien plutôt la chaleur massique de l'eau, à l'état liquide saturant, la vapeur d'eau surchauffée et assimilée à un gaz parfait, on néglige le volume du liquide devant celui de la vapeur saturante. On donnera toutes les expressions en fonction des grandeurs suivantes, donc T1, V1, T1, etc. Alors, premièrement, représenter le cycle décrit par la masse d'eau dans le diagramme PV. Très bien. Alors, bon, alors, donc on va commencer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est ce serait donc de tracer le cycle dans le diagramme PV. Mais rappelez-vous, le cycle ici, c'est avec un changement de phase. Très bien. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dès que vous avez un changement de phase, normalement, et que vous voulez représenter le cycle, il faut représenter ce qu'on appelle la courbe de saturation. Là, c'est quelque chose de principal. D'accord. Alors, donc c'est une courbe qui est en cloche en général et qu'on peut diviser en deux parties. D'accord. La courbe de saturation, on peut la diviser en deux parties. Partie liquide saturant et partie vapeur saturante. D'accord. Les deux parties qui sont liquide saturant et vapeur saturante, elles sont séparées par ce qu'on appelle le point critique. D'accord. C'est ce que je vais vous montrer sur le diagramme PV, qu'on appelle aussi le diagramme de Clapeyron. Très bien. Alors, on y va. Donc, ça va, je vais essayer de... Très bien. Alors, donc, à la partie là, on va commencer. Donc, on va mettre exercice numéro 3 de la série sur changement de phase. Bien. Ok, donc question numéro 1. On nous a demandé de représenter donc, le diagramme PV, donc voilà, le diagramme PV. Ok, ici, c'est la pression, qui est une grandeur intensive, donc c'est en Pascal. Et là, on va utiliser le volume massique. Hein, on va utiliser le volume massique, donc sur mètre cube, divisé par kilogramme.
Très bien. Maintenant, puisque nous avons un changement de phase, je vais représenter la courbe de saturation. Alors, bon, je vais essayer de... comme je dis tout à l'heure, donc je vais essayer de la diviser en deux parties. Donc, il y a une première partie, ici, donc qui va jusqu'au sommet, tout d'accord? D'accord? Exactement, pile au point C. D'accord? Qu'on appelle le point critique. Très bien. Alors, la deuxième partie de la courbe, c'est ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a deux parties. Alors, cette partie-là, c'est la vapeur saturante. Mais l'autre partie, c'est le liquide saturé. D'accord? Donc, ok, vous savez que ici, en fait, c'est la partie vapeur. Là, vous avez partie liquide. Et à l'intérieur, c'est là que vous avez le liquide en équilibre avec la vapeur. Très bien. OK. Voilà. Donc, pour tracer le cycle, on va démarrer à partir d'un point A1 qui se trouve justement. Donc, je vais revenir sur juste pour vous montrer. Voilà, on nous dit que voilà, initialement, on a de la vapeur saturante. D'accord? État désigné par A1 et A1. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Donc, initialement, nous sommes ici. Nous avons de la vapeur saturante. Donc, on est sur cette courbe ici. Donc, ici, vous avez le point A1. Alors, au point A1, on a. Je parle. Au point A1, donc. Il lui correspond à un volume V1 et une pression P1. Ici, c'est P1. Et une température T1. Donc T1, je vais la mettre entre parenthèses. N'oubliez pas, en même temps, de mentionner la fraction volumique, la fraction, ouais, justement, volumique de la vapeur, qui dans ce cas, c'est égal à 1. Donc on a 100% de vapeur. Donc ça, c'est l'état initial. Donc à partir de A1, on va compresser le gaz. D'accord? Donc c'est expliqué ici. Voilà. Non, pardon, ce n'est pas compression, en fait, c'est le contraire. Donc, qui va se détendre. Le gaz va se détendre, ça veut dire le volume, ça va augmenter. Et la pression, ça va diminuer. En sachant que si nous avons une transformation isotherme, donc qui va mener le gaz depuis A1 jusqu'à A2, avec une pression P2 qui est égale à, voilà, qui est égale à P1 sur 2. C'est très bien. Je vais revenir ici. Donc, l'état final ici, c'est l'état final, donc c'est la pression P2 qui est égale à P1 sur 2. D'accord? Très bien, donc je vais, voilà, c'est ici à peu près. Puis le volume, ça va augmenter. D'accord, donc on va peut-être arriver jusqu'à ce point qui est là. D'accord? Et, OK, et auquel on a, et lui correspond à un volume. Bien. Alors, je vais prolonger un petit peu ce qu'on a ici. Et lui correspond à un volume V2. D'accord? Donc un volume aussi qui est égal à V2. Donc ça, c'est le point A2. Mais n'oubliez pas, A2, la température, c'est toujours la même.
puisque nous avons une transformation isotherme. Et bien sûr, X aussi, il ne va pas changer. Voilà. Tant qu'on n'entre pas dans la zone à l'intérieur de la courbe de saturation, donc X ne va pas changer, donc il va rester toujours égal à 1. Donc ici, vous avez X égal à 1. Okay. Bien, alors maintenant, je vais représenter la transformation. Voilà. Donc, c'est une transformation isotherme. Vous le savez, transformation isotherme, il a un petit peu une forme parabolique du fait que, bon, on va bien tracer là. Il a une forme parabolique du fait que nous avons P est égal à nRT sur V, étant donné que T est une constante. Et donc, vous avez P, c'est égal à une constante sur V. Donc, c'est une sorte d'hyperbole. Donc, voilà, un isotherme T est égal à T1. Très bien. Et voilà le sens de la transformation. Comment? Okay, très bien. Okay. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait après? Alors, à partir de A2, il est ensuite comprimé de façon isobare jusqu'à l'état A3T2X. On fait attention. Ici, nous avons X qui est inclus entre 0 et 1. Ça veut dire, cette fois-ci, attention, on entre à l'intérieur de la courbe de saturation. Bien. On va comprimer. Comprimer, ça veut dire, voilà, donc le volume, ça va tout simplement diminuer. Mais on va comprimer de façon isobare. OK? Alors, donc, de façon isobare, donc on sait quoi faire. Juste sur une droite dans ce cas. Voilà. À partir de là, on va comprimer d'une manière isobare, donc c'est une droite, et on va entrer à l'intérieur de la courbe de saturation parce qu'on nous a parlé d'un X inclus entre 0 et 1. D'accord? Voilà. La deuxième transformation, donc, on arrive au point A3 qui est à l'intérieur de la courbe de saturation. Donc ici, on a A3. Attention à la température, cette fois-ci, c'est T2. C'est dit dans le texte. Et nous avons un X, bien sûr, qui est entre 0 et 1. D'accord? Qui est entre 0 et 1. Donc, c'est normal qu'il soit entre 0 et 1 parce que ici, c'est X égale à 1. Donc, entre A2, donc ici, on va noter le point qu'on a ici, qu'on va appeler A2'. D'accord? Alors, X, donc entre A1 et A2, il va rester constant et il va également rester constant, c'est égal à 1 tout le temps jusqu'à ce qu'il arrive au point A2'. Au moment où on arrive au point A2', c'est là que X ça va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à la valeur 0 qui est ici. Mais nous, on va s'arrêter avant ça. On va s'arrêter à l'intérieur. Donc, nous avons un X qui est forcément inférieur à 1 et supérieur à 0 qui est ici. Ok, c'est bien. Alors, il y a aussi quelque chose d'hyper important. Donc, n'oubliez pas que là, vous avez une transformation isotherme. Donc, cette fois-ci, on va parler de la température. Donc, la température ici, donc, ça va rester T1, ça va rester T1 jusqu'ici. Mais à partir de là, on est en train de refroidir le système. D'accord? Donc, bien sûr, si vous fixez la pression et que vous diminuez le volume, donc forcément, la température, ça va diminuer. Vous avez PV qui égale NRT. Donc, la température, elle est en train de diminuer ici. Donc, depuis T1 jusque-là, jusqu'au point A2'. D'accord? À partir de A2', elle va rester constante.
Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que vous devriez savoir, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation, alors si vous fixez la pression, alors automatiquement la température, elle est fixée. C'est très important. Donc ici, c'est T2. En fait, c'est T2 partout. Ici, c'est T2 jusqu'à ce point. Donc là, depuis A2' jusqu'à A3, nous avons une transformation ésotherme à la température T2. Ici, nous avons un refroidissement. Depuis A2 jusqu'à A2', donc nous avons un refroidissement. Et c'est là que la température s'abaisse depuis T2 jusqu'à T1. OK, parfait. Maintenant, on continue. Donc, voilà, on disait par A2', l'état où une goutte de liquide apparaît pour la première fois. Donc, c'est ça. C'est-à-dire lorsqu'on arrive sur la courbe de saturation, c'est ça, A2'. Donc, c'est là l'apparition de la première goutte liquide. Et puis, voilà. Alors, une compression isotropique mine cette masse d'eau jusqu'à l'état du liquide saturé à 4, dont la pression est égale à P1. OK, alors je vais représenter. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une transformation isotropique qui va mener, donc isotropique, ça veut dire adiabatique, ça veut dire aussi réversible. Donc la transformation, c'est une transformation adiabatique qui va nous mener de point A3 jusqu'à un liquide saturant, c'est-à-dire il faut arriver sur la courbe en rouge ici. Et à la pression P1. Donc, voilà, c'est ça. Transformation adiabatique, elle a un petit peu cette forme. Ça va monter jusqu'à ce qu'on arrive sur le point liquide saturant à la pression P1. D'accord? Voilà. La troisième transformation. Donc ici, on est en train de chauffer encore le système. D'accord? Donc la température, ça va augmenter. Et puis après, voilà, cette masse d'eau évolue ensuite d'une manière isobare jusqu'à l'état initial T1. Donc voilà, d'une manière isobare. Je vais juste tracer la ligne isobare ici. Voilà. Okay. Donc, isobare, ça veut dire isotherme aussi. Ça veut dire la température qu'on a ici, ça doit être la même partout ici. Donc, ici, vous avez encore T1. Okay. T1 partout. Donc, ça va. Donc, ça reste T1 jusqu'ici. Et après, T2, donc depuis ce point-là jusqu'à ce point-là, c'est T2. Donc, les seuls endroits où nous avons un changement de la température, ça serait entre A3 et A4, et entre A2 et A2'. Bien, alors, je note qu'ici, nous avons le point A4. Alors, A4, la température, on sait que c'est égal à T1, mais attention, X, c'est égal à 0. Hein, on est le liquide saturant, donc il n'y a pas de vapeur. Donc, voilà, en gros, le cycle qu'on nous a demandé de tracer, donc c'est fait. Voilà, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose d'important. C'est que, normalement, lorsqu'on est lorsqu'on a un cycle dans le diagramme PV, alors rappelez-vous la partie intérieure du cycle. Ça correspond au travail total du cycle, qui dans notre cas, c'est un travail qui est strictement négatif. Pourquoi? Parce que le sens de rotation, c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Donc,
ça veut dire que nous avons un cycle moteur. Donc ici, on est en train de travailler sur un cycle moteur. D'accord? Donc pour le rendement, vous savez ce qu'il faut écrire. Donc le rendement du moteur, de toute façon, c'est une question qui va venir après. Le rendement du moteur. Lorsqu'il s'agit d'un moteur, donc on met Q chose sur W. Attention, il faut mettre un signe moins. D'accord? Bien sûr, qui est inférieur tout le temps. 1 moins T2 sur T1, qu'on appelle le rendement de Kami. Très bien. Donc, parmi les objectifs de cet exercice, il serait justement de déterminer à quoi est égal le rendement de la machine qu'on est en train d'utiliser. OK. Alors maintenant, donc, on a tracé le cycle, donc on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on nous dit dans la deuxième question, exprimer en fonction de V1 et éventuellement T1 et T2 le volume massique dans les étapes A2 et A2'. Bien, ici, on va nous demander de déterminer les volumes massiques. D'accord? Les volumes massiques, voilà, V2 et V2'. V2', c'est le volume massique que nous avons au point A2'. Donc, on va essayer de chercher à quoi est égal V2 et à quoi est égal V2'. Okay, très bien. On y va. Question numéro 2. Voilà. Alors, pour V2, donc à chaque fois qu'on veut répondre à une question en ce genre, alors il faut considérer une transformation. Alors, donc, pour déterminer V2, on va considérer le volume ici, on va considérer la transformation A1, A2. Alors, considérons la transformation A1, A2. Alors, je sais que pour cette transformation, la température, ça reste une constante. Et je sais que X, c'est égal à 1. Ça veut dire, dans ce cas, vous pouvez utiliser le modèle du gaz parfait. Parce qu'on a de la vapeur, parce qu'il n'y a que de la vapeur, donc en absence de liquide, donc la vapeur se comporte comme étant un gaz parfait. Alors, si on la considère comme un gaz parfait, donc vous avez en plus la température égale à 1, ça veut dire que vous pouvez écrire P1 fois V1 égale à une constante. Donc, c'est égal à P2 fois V2. Nous, ce qu'on cherche, c'est V2. Donc, ça serait P2 sur P1. Et P2 sur P1, c'est 1,5. Pardon, en fait, c'est une double, pardon. C'est 2 fois. C'est 2 fois V1. Ok, c'est bon, c'est fait. Voilà. Okay. Parce qu'à pivot, on avait dit que P2 sur P1, c'est égal à 0,5. C'est pour V2. Maintenant, on va faire la même chose avec V2'. Donc, pour V2', on va considérer la transformation A2, A2'. Alors, transformation A2, A2'. Attention, cette fois-ci, ce qui est constant, c'est la pression. Hein? Transformation isobare. Et la pression, c'est égal à P2. Et puisque X égale à 1, entre A2 et A2', même ici, en A2', vous avez quoi? Vous avez la température, c'est égal à T2. Ça va rester constante, on avait expliqué ça. Ça va rester constante jusqu'à 1 fois. Puis vous avez X, c'est toujours égal à 1. Donc, X ici, ça va tout le temps rester constant. Donc, c'est X égale à 1. Donc, vous avez encore le droit d'utiliser la loi des gaz parfaits. Puisque X égale à 1. Alors, si on applique la loi des gaz parfaits et que la pression ça reste constante, donc cette fois-ci, on peut écrire que V2 sur D2, c'est égal à V2. Donc, V2 sur la température au point A2, c'est quoi la température au point A2? C'est 1. Ça doit être égal au volume ici, ça veut dire V2',
sur la température au point A de prime, qui est égale à T2. Ça veut dire que V de prime, c'est égal à V2, qui est égal à 2 fois V1, donc c'est 2 V1 fois T2 sur T1. Voilà. C'est fait. Bien, je passe à la question suivante. Calculer le travail W12 et W12', ainsi que les chaleurs P12 et K12'. OK. Alors, là, donc question numéro 3. Cette fois-ci, on va chercher le travail W12. Alors, W12, par définition, c'est égal à moins la pression. Alors, attention, c'est là que je dois réfléchir. Donc, la pression fois dV. Je dois réfléchir pour la pression parce que je sais que dans le cas d'une transformation réversible, il faut mettre la pression du système, mais dans le cas d'une transformation irréversible, il faut mettre la pression de l'extérieur. Alors, s'agit-il ici d'une transformation réversible et irréversible? C'est très simple. Il s'agit d'une transformation réversible. Lorsqu'on vous demande de tracer le cycle, alors c'est forcément une transformation réversible. Okay? Parce qu'on n'a pas le droit de représenter une transformation qui n'est pas réversible. Les transformations irréversibles, ça ne se présente pas. Pourquoi? Parce que dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre. Alors, s'ils ne sont pas des états d'équilibre, donc on ne peut pas définir la pression, on ne peut pas définir la température. On ne peut pas parler des grandeurs intensives. Donc, si on ne connaît pas la pression, je ne peux pas tracer le cycle. D'accord? C'est pour ça. Hein. Donc, ici, vous avez une transformation qui est irréversible, donc vous avez ce qu'il faut mettre, donc c'est P. Alors, c'est égal. En plus, vous avez une transformation isotherme. Alors, la pression, on ne connaît pas, mais on va remplacer. Donc, c'est en fait, ici, ce qu'on va faire, hein, on va mettre un petit W. Ça veut dire que ce qu'on va chercher, ce sont les travaux massiques. C'est le travail massique. Alors, donc, si on parle d'un travail massique, donc l'équation de départ, donc ça doit être R T1 divisé par la masse molaire de l'eau. Hein, donc, divisé par la masse molaire, c'est massique, l'intégrale de dV sur V. Alors, attention, ici, c'est un petit V. Pendant. Parce qu'on parle d'un travail massique, donc dV, voilà. Ça, c'est intensif. Ça aussi, c'est intensif. OK, alors le volume ici, donc ça va de V1 jusqu'à V2. Donc V2, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois V1. Donc finalement, W1 qu'on cherche, c'est égal à R T1 sur M, avec un moins, bien sûr, je vais oublier. Et le 2. Voilà, c'est négatif. C'est normal, pourquoi? Parce que ici, dans cette transformation, vous avez le volume qui augmente. Donc, volume augmente, ça veut dire travail négatif. Volume diminue, ça veut dire travail positif. OK. C'est bon. Alors maintenant, on va chercher le travail W2 de prime. Alors, le travail de prime, donc c'est la même chose, c'est moins l'intégrale P dV. Alors, pour la pression entre 2 de prime, c'est une constante. Donc, c'est égal à P2. Tant mieux, cette fois-ci, donc ça devient simple. Et là, on va intégrer de V2 jusqu'à V2 prime. Alors, c'est égal à moins V2. Pourquoi? Fois V2 prime. V2 prime, on va la remplacer par 2V1. Donc, on peut même, dans ces conditions, factoriser. Donc, c'est 2 fois V1.
Et je peux même mettre un plus parce que cette fois-ci, je sais que le travail serait positif puisque le volume, ça va diminuer. Et là, on aurait, pardon, de P1, P1. Non, c'est plutôt Pi2. Ici, nous avons la pression Pi2, pardon. Là. Pi2 V1, et là, ça donne 1 moins T2 sur P1. D'accord? Et puis, j'ai peut-être intérêt à remplacer ce Pi2 là par P1. Donc, on sait que 2Pi2, c'est égal à P1. Donc, ça donne P1, V1. Or, P1, V1, c'est R T1 sur M 1 moins T2 sur P1. Voilà, ça c'est le travail W de 2'. Bon, ce qu'on nous a demandé dans l'exercice, en fait, ce n'est pas un travail de 2'. Ce qu'on nous a donné, c'est le travail de 1 jusqu'à 2'. Alors, de 1 jusqu'à 2', on va faire, c'est la somme. On va faire la somme, c'est W de 1 jusqu'à 2, plus W de 2 jusqu'à 2'. Et là, on se pose la question, on se demande, est-ce qu'on a le droit de faire la somme? En réalité, on a le droit uniquement lorsque nous avons des grandeurs extensives. D'accord? Mais on ne le fait pas avec les grandeurs intensives. Alors ici, s'agit-il d'une grandeur intensive ou extensive? Là, il s'agit d'une grandeur intensive. Attention, vous avez un travail ici. C'est le travail massique. Donc, c'est le grand W divisé par la masse. Et vous savez que le grand W, c'est extensif. La masse est extensive. Lorsque vous faites le rapport extensif sur extensif, ça donne quelque chose d'intensif. Mais pourquoi on l'a fait alors? On l'a fait parce que, en fait, ici, vous avez un système fermé. D'accord? Un système fermé avec une masse qui est constante. Donc, normalement, puisque j'ai le droit de le faire avec grand W, je le fais avec les grands W. J'écris grand W1, 2 est égal à grand W. Pardon, grand W1, 2 est égal à grand W. Non, pardon. Grand W1, 2 prime égal à grand W1, 2 plus grand W de 2 prime. Après, on peut diviser toute l'expression par la masse et on va passer à petit w. Donc ici, en fait, ce que j'essaie de vous dire, lorsqu'on parle des grandeurs intensives, il y a deux sortes de grandeurs intensives. D'accord? Il y a la température et la pression. Et il y a les autres grandeurs intensives qu'on obtient en divisant celles extensives par la masse. Elles ont des comportements complètement différents. Donc T et P, ça n'a rien à voir avec petit W, petit H, petit U, non, c'est complètement différent. Parce que les grandeurs intensives qui viennent des grandeurs extensives par division par la masse, on peut les sommer si jamais vous avez un système fermé avec une masse qui est égale à une constante. D'accord? Donc c'est très important. De toute façon, puisqu'on peut sommer les grandeurs extensives, on les fait avec les grandeurs extensives et on divise par la masse. Donc, vous voyez, ça ne va pas changer. Donc, ça marche aussi bien pour les grandeurs extensives. La sommation, hein. La sommation, ça marche aussi bien pour les grandeurs extensives que pour les grandeurs intensives de régime extensif. D'accord? On a divisé par la masse. Donc, c'est ça ce que j'aimerais bien que vous compreniez. Et c'est important. Et bien sûr, à condition que le système soit fermé, que la masse du système ne change pas. Ça, c'est la condition. OK. Alors, donc ici, voilà, donc je fais la somme et je trouve pas, donc W 1 de prime
finalement, c'est égal à la somme de ce qu'on a ici. C'est égal à RT1 sur N, facteur de 1 moins T1 sur T2, moins Ln1. Voilà, gestionner. Ok, très bien. Alors, maintenant qu'on a qu'on a calculé les travaux, on va essayer de calculer les chaleurs. On va faire la même chose avec les chaleurs. Donc, voilà. Très bien. Mais avant de commencer à parler des chaleurs, j'aimerais vous rappeler quelque chose dans le cours. C'est important. Parce que je sais que la chaleur, ça pose tout le temps du problème. Pas comme le travail. Le travail, c'est hyper facile à déterminer, étant donné qu'il s'agit d'une grandeur macroscopique. Mais pour la chaleur, il faut toujours se souvenir des expressions qu'on a. Alors, rappel. Alors, ce qu'on doit vous rappeler, ce que vous devriez en fait mettre en tête tout le temps, c'est que pour déterminer Q, voilà, pour la chaleur, il faut distinguer bien sûr Q, attention, les expressions pour la chaleur, comme vous le savez, c'est uniquement valable lorsqu'il s'agit d'une transformation réversible. Hein, donc, je vais vous donner les expressions. Pour les transformations réversibles, en tout cas pour le changement de phase, donc les transformations sont généralement réversibles. Donc, voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais si la transformation n'est pas réversible, donc pour la chaleur, il faut la traiter en utilisant le premier principe. Dans le cas d'une transformation irréversible. Bien. Alors, si on cherche la chaleur pour une transformation réversible, donc il faut distinguer deux cas largement différents. Le premier cas, c'est lorsqu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation. Lorsqu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on est à l'extérieur de la courbe de saturation. Très bien. Ok. Je souligne extérieur, intérieur. Alors, à l'extérieur de la courbe de saturation, c'est ce que vous avez vu en S1. Et là, c'est des choses que vous avez vues certainement en S3. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la courbe de saturation, pardon, à l'extérieur, vous avez cette expression que vous connaissez déjà. Voilà, je vous les rappelle ici. Donc, vous avez delta Q réversible, c'est égal à CV dt plus H, non, chez H, c'est L dV. Vous avez également delta Q réversible. Vous prenez soit la première, soit la deuxième, franchement, il n'y a pas de différence. C'est CP fois dt plus H dV. Donc, soit en fonction de T et V, soit en fonction de T et V. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est pour le cas d'une transformation réversible à l'extérieur de la courbe de saturation. Sinon, vous êtes à l'intérieur de la courbe de saturation, ce qu'il faut mettre, c'est
c'est dm fois L. D'accord? dm fois L. L, c'est la chaleur latente, le changement de phase. dm, c'est la quantité de. C'est la masse qui a changé de phase, qui s'est transformée depuis une phase vers l'autre phase, vers la deuxième. D'accord? Donc, dq, par exemple, ici, de la phase 1 vers la phase 2. Donc, ici, on met la chaleur latente 1 vers 2. D'accord? Et puisque on peut également travailler avec les grandeurs massiques, ici, on écrit dq1, 2. Donc, on divise par la masse. Lorsqu'on divise dn par la masse, ça donne quoi? Ça donne dx. D'accord? C'est la variation de la fraction volumique. Pourquoi? Fois L1, 2. Alors ça, ce sont les expressions à retenir lorsqu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation. Très bien. Ok, maintenant, on va revenir sur la question. On va essayer de chercher la chaleur delta Q, pardon, Q1, 2. Alors, Q1, 2, j'ai le choix. De toute façon, c'est une transformation réversible. Je peux appliquer le premier principe, je peux utiliser directement la définition. Okay. Directement, donc j'ai. Voilà. Alors, avec la définition, donc il faut voir, est-ce qu'on est à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Donc ici, 1, 2, si à l'extérieur, d'accord, saturation. Du coup, je prends l'une des deux transformations ici. D'accord. Par exemple, je prends la première, si vous voulez. Donc, c'est l'intégrale de m fois dv. Pourquoi? Parce que la température à pivot 1, 2, c'est une transformation isotherme. Du coup, dt, c'est égal à 0. Mais n'oubliez pas qu'on travaille avec un gaz parfait. Donc ici, c'est L d'un gaz parfait. Et L d'un gaz parfait, vous savez à quoi est égal. Donc ici, attention, petit dv, puisqu'on travaille avec les grandeurs massiques. Pour un gaz parfait, vous savez à quoi est égal. Donc ici, entre V1 jusqu'à 2V1. Pour un gaz parfait, vous savez que L, c'est égal à P. Alors ça, c'est déjà fait, c'est déjà calculé. C'est égal à moins W1,2. Rappelez-vous, le travail, c'est moins. De toute façon, ici, c'est le premier principe, voyez-vous. Hein. Ici, c'est juste le premier principe. 1, 2. Parce que par le premier principe, vous avez du égale, bien delta U égale à Q plus W. Mais dans le cas d'une transformation isotherme, lorsqu'il s'agit d'un gaz parfait, delta U égale à 0. Donc, Q1, 2, c'est égal à moins W1, 2. Bon, maintenant, la suivante. Q de 2'. Alors, Q de 2', c'est une transformation isobare et on est toujours à l'extérieur de la courbe de saturation, rappelez-vous. Donc, je prends isobare, donc je prends la deuxième. Comme ça, je me débarrasserai de dp. Donc, c'est égal à l'intégrale Cp dt. Cp, attention, Cp là, c'est massique. Donc, dt, donc c'est là qu'on part de T1, si vous vous souvenez, de T1 jusqu'à T2. D'accord? On part de T1, c'est là le refroidissement. Et puis, c'est égal à quoi? Ben, Cp, attention, donc c'est gamma pour un gaz parfait, rappelez-vous, c'est gamma sur M maintenant. N'oubliez pas ça, parce que c'est massique. Fois quoi? Fois T final, et à T2 moins T1. Donc voilà pour la chaleur. On cherchait. Maintenant, on fait la somme. Donc Q1, 2, c'est égal. Bon, ici, on a trouvé, si je me rappelle bien, donc on a trouvé RT1 sur M, ln de 2. Donc plus, ici, je fais la même chose. Gamma sur M, gamma moins 1. RT1. Ici, vous avez T2 sur T1 moins 1. D'accord?
Ok, donc on factorise par RT1 sur M. Ça donne ln de 2 plus gamma, gamma sur M fois gamma moins 1 fois T2 sur T1 moins 0. Voilà, donc Q1, 2. Ok. Alors, RT1 sur M, c'est en joules par kilogramme. D'accord? Là aussi, bien sûr, c'est en joules par kilogramme. Tout le reste ici, c'est sans dimension. Voilà, donc on a trouvé, on a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la question suivante. Déterminer l'expression du titre en vapeur X, donner sa valeur numérique. Bien, on va chercher le titre en vapeur X. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est à quoi est égal X en point A3. On va chercher X au point A3. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Donc, à chaque fois que vous voulez déterminer en fait une grandeur quelconque, donc il faut considérer une transformation. Bien. Alors, puisqu'on est en A3, donc on a deux possibilités. Soit on considère la transformation A2' A3, soit on considère la transformation A3 A4. Alors, laquelle faut-il choisir? Eh bien, ici, ici, si je considère la transformation A2' A3, donc c'est la pression qui est égale à une constante. Mais par contre, si vous considérez la transformation A3 A4, alors dans ce cas, il s'agit d'une transformation adiabasique réversible. La diabatique réversible, rappelez-vous, c'est une transformation isentropique. Donc, dans la transformation A3 A4, c'est l'entropie qui est égale à une constante. Alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce l'entropie ou bien la pression? Ben, je vous le dis, c'est l'entropie. Pourquoi? Parce que c'est l'objet du second principe de la thermodynamique. Rappelez-vous du principe de la thermodynamique. Il s'intéresse aux grandeurs extensives et non pas les grandeurs intensives. C'est pour ça qu'on va s'intéresser principalement à la transformation A3 A4 au lieu de la transformation A3 A2'. Okay? Donc voilà. On va utiliser le fait que la transformation, donc on va utiliser l'entropie tout simplement pour répondre à cette question. Donc on cherche quoi? On cherche, alors là c'est la question, c'est la question 4. Donc petit 4. Ah. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je sais que delta S 3, 4 égale à 0. Okay. C'est là le point de départ. Okay. On sait que delta S, la transformation, elle est isentropique. Delta S 3, 4, on va utiliser l'entropie massique, c'est égal à 0. OK. Mais je sais aussi que S est une fonction d'état. Alors, le fait est que S est une fonction d'état, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de travailler sur le chemin réellement choisi, ou bien réellement suivi par le système. Non. Je peux prendre un autre chemin plus intéressant. D'accord? Je sais que le chemin réel, c'est ça. Mais ce chemin-là, ce ne serait pas intéressant pour moi. Étant donné que je cherche le x, donc x, c'est la valeur qu'on a ici. C'est la valeur qu'on a au point A3. Donc, pour trouver x, vous avez deux possibilités. Il faut le modifier, il faut changer ce x. Donc, soit on passe de la valeur de x jusqu'à 0, jusqu'ici, soit on passe de x jusqu'à 1. D'accord? Donc, c'est le seul moyen qui va vous permettre de le déterminer. D'accord? C'est-à-dire, soit on considère la transformation
Donc, soit on va dans ce sens, soit on va dans l'autre sens. Alors, quel sens ça va nous arranger? Est-ce l'un ou bien l'autre? Bien sûr, c'est ce sens-là qui va nous arranger parce qu'il va nous permettre de passer au point au point A4. D'accord? Dans le sens contraire, donc on ne va pas s'en sortir. Du coup, maintenant, je pense que, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que voilà, donc pour passer de A3 jusqu'à A4, on va choisir ce chemin qu'on a ici. Et on a le droit de le faire, étant donné que là, nous avons une transformation. Moi, je veux dire, nous avons l'entropie qui est une fonction d'état, donc indépendant du chemin suivi. Donc, pour passer de A3 à A4, je vais suivre le chemin. Et le point qui est ici, je vais le noter A3'. Alors, pour A3', pour A3', la température, donc, c'est T2. La même partout ici. Hein, c'est la même partout. Donc, c'est T2. Et le X, c'est égal à 0. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, on va passer de X jusqu'à 0. D'accord? OK. Et puis, après, on va suivre ce chemin ici. D'accord? On va suivre la courbe de saturation liquide, le liquide saturant. On va suivre le liquide saturant depuis la température T2 jusqu'à la température T1. Alors, pourquoi? En fait, parce que dans l'énoncé, il y a quelque chose qui nous dit que, donc je vais revenir en arrière, juste pour vous montrer. Voilà, c'est ici. Ils disent que ECF, la chaleur massique de l'eau à l'état liquide saturante, c'est-à-dire au cours de la transformation A3' à 4, on sait à quoi est égale la capacité calorifique du liquide. C'est égal à CF, ça reste constante. Donc ça, c'est bien. C'est une donnée qu'on a dans la poche. Alors maintenant, donc voilà, je continue. Donc ça serait delta S 3 prime plus delta S 3 prime jusqu'à 4, c'est égal à 0. Implique. Delta S, c'est là qu'on utilise les identités thermodynamiques, vous les connaissez en S1 ou S2. Donc c'est l'intégrale de 3 jusqu'à 3 prime. Alors l'identité thermodynamique, il y en a deux. Ici c'est de 3 prime jusqu'à 4. Une identité avec le H, c'est DH moins VDP sur T. Et une identité avec DU. Mais bon, là, j'ai sélectionné les identités pour chaque transformation. Donc, pour la première transformation, je prends l'identité avec H. Pour la deuxième, je prends l'identité avec DU. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour la transformation numéro 1, vous avez la pression qui égale à une constante. Vous avez la pression qui égale à une constante, tant mieux. Donc, c'est la pression qui égale à une constante. Donc, ici, ça, c'est égal à 0. Et l'autre, j'ai choisi le volume. J'ai choisi le volume parce que nous avons un liquide. Pendant la transformation 3'4, nous avons un liquide saturant. Et comme vous le savez, le volume d'un liquide ne change pas. Donc, ici, c'est égal à 0. Voilà, donc ça devient hyper simple. Okay. Alors maintenant, je continue. C'est 3 jusqu'à 3'. Ah, ici, la température, c'est égal à une constante. 1 sur T2. Bah, je vais revenir pour vous montrer. On est ici. La température, ça reste constante dans cette partie-là. D'accord? Cette partie-là. La température, ça reste constante. Donc, c'est égal à T2. Donc, je factorise par T2. Donc, je la mets à l'extérieur. Et DH, c'est quoi? DH, c'est DU. Attendez. Alors, DU,
DU, c'est quoi? C'est delta Q. Réversible de toute façon. Moins PDV plus PDV plus VDP. Ça, c'est DH. OK. Donc, voilà. Bien sûr, on peut simplifier par PDV déjà. Et puis, ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que la transformation 3' c'est une transformation isobare. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation, et pour une transformation isobare, il n'y a pas de différence entre DH et DQ, c'est pareil. DH, c'est égal à DQ. Bien, alors maintenant, je continue. Plus. Par contre, ici, la température, ça va rester à l'intérieur, ce n'est pas une constante. Donc, 3' jusqu'à 4. DU. DU, c'est delta Q. Réversible, moins P fois dV. D'accord? Pendant la transformation quoi? Pendant la transformation 3, 4. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit, le volume d'un liquide, c'est égal à la variation du volume d'un liquide, c'est égal à 0. Et dV, ça sort donc on a la même chose ici. On a dQ réversible. Voilà, on a la même chose. dQ réversible, dQ réversible. Maintenant, faites attention un peu, parce que c'est pas pareil. Alors, c'est égal à 1 sur T2. 3 prix. Pour le premier dQ, je prends cette expression. Parce qu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation. Donc, c'est dx fois L, attention, L2. Parce qu'il y a deux L, L1 et L2. L1, ça correspond à la température T1. L2, ça correspond à la température T2. OK. Plus 3' jusqu'à 4. L'autre delta Q, attention, on est à l'extérieur de la courbe de saturation dans ce cas. On suit la frontière. La frontière, c'est considéré dans l'extérieur. Alors, du coup, il faut prendre cette expression qu'on a ici. Et on va choisir la première, encore pour la même raison, vous avez dV égale à 0. D'accord? Donc, ça va être CV dt plus L dV, mais le dV, comme j'ai dit, pour le liquide saturant, c'est égal à 0. Tout ça divisé par T. C'est quoi CV dans le cas d'un liquide? C'est C tout court, c'est CF, dont on nous a parlé plus longtemps. Très bien. Maintenant, je continue. Donc, L2, c'est une constante, donc ça donne L2 sur T2. 3 jusqu'à 3'. Donc, on intègre X. Donc, c'est 0 moins X. Parce qu'en 3', nous avons X égale à 0. Plus CL, LL, de T4. T4, c'est quoi? C'est T1 divisé par T2. C'est égal à 0. Finalement, on a X, c'est égal à CF T2 sur L2 LL tout T1 sur T2. C'est bon. On a retrouvé ce qu'on cherchait. On a trouvé à quoi est égal X. Ok, donc voilà pour l'exercice numéro 3.
Donc, bon, on passe à la question numéro 5. Bon, les questions secondes, donc, généralement, c'est facile. Donc, question numéro 5. Dans la question numéro 5, on nous demande de déterminer Q de prime 3. Q de prime 3. De prime 3, c'est l'intégrale. On est à l'intérieur de la courbe. Donc, c'est de prime vers 3. Encore L2 fois dx. C'est égal L2. X en 3, c'est X moins. Donc, je vais mettre ici X'. X moins. X en 2', c'est égal à 1. OK. Question suivante. Q3, 4. Alors, Q3 vers 4, c'est égal à 0. Parce que c'est une transformation adiabatique. Q4, 1. Q4, 1, c'est l'intégrale de 4 jusqu'à 1. L1, attention, fois dx. C'est égal à L1 fois x en 1, c'est 1, moins x en 4, c'est 0, et c'est égal à L1. Voilà. Question suivante, c'est W de prime 3. W de prime 3. De prime 3, donc c'est égal, la pression c'est égal à une constante, donc c'est moins P2 fois V3 moins V2 prime. Or, V2 prime, c'est ce qu'on appelle V gaz. Bon, je vais vous montrer sur la courbe. Ici, c'est le volume du gaz à la température T2. Volume du gaz à la température T2. Et là, vous avez V3. Alors, 3, c'est un mélange. Alors, attention, là, on va faire un petit rappel pour les grandeurs de mélange. Grandeur extensive. En fait, extensive ou bien d'origine intensive d'origine extensive. Grandeur intensive d'origine extensive. OK. D'un mélange. D'un mélange vapeur liquide. Alors ça, c'est un rappel. Si vous prenez une grandeur Y, intensive d'origine extensive, ça veut dire, bon, ça vient du grand Y, eh bien, vous pouvez l'écrire sous la forme. Il y a deux parties, donc ça se divise en deux. Il y a Y de la vapeur, plus Y du liquide. Et en fait, bon, j'aimerais pas écrire ça comme ça parce que je ne veux pas que ça se mélange, donc les symboles. J'écris directement. C'est la fraction de la vapeur, donc c'est X, fois Y de la vapeur, plus la fraction du liquide, ça veut dire 1 moins X, fois Y du liquide. Donc ça, c'est l'expression hyper importante qu'on utilise chaque fois que nous avons une grandeur intensive qui vient d'une grandeur extensive. Y divisé par M. D'accord? Alors, donc, juste pour vous rappeler, là, c'est la partie liquide saturant. Et ici, c'est la partie vapeur saturante.
Puis, on travaille, lorsqu'on travaille sur un ésotherme ou bien un isobar qui émène du liquide s'attirant vers la vapeur saturante. Donc ici, le Y qu'on a ici, c'est un point. Ici, d'accord? C'est un point à l'intérieur de la courbe de saturation. Et puis le Y vapeur, c'est ce que vous avez ici. Ici, le Y sur la courbe de saturation, sur la courbe de la vapeur saturante. Et là, vous avez Y liquide. Donc c'est ça le truc. C'est ça ce que ça veut dire cette expression. Donc, bien sûr, si je prends par exemple x égale à 0, ici, vous avez y égale à YL. Si je prends x égale à 1, ici, vous allez voir que vous allez remarquer que y c'est égal à YB. D'accord? Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce que je vais faire en fait, parce que le point 3, c'est là que nous avons un mélange, donc c'est égal à moins P1 sur 2. En 3, je peux appliquer cette relation. Donc, on a x V de la vapeur plus 1 moins x V du liquide moins V au point de prime, c'est V de la vapeur. Le point de prime, il est là. Et dans le texte, on nous a dit de négliger le liquide. Le volume liquide, c'est toujours négligeable devant le volume de la vapeur. Donc finalement, on trouve quoi? On trouve W de prime 3, c'est égal à P1 sur 2, facteur de, ou bien plus, 1 moins x, fois le volume de la vapeur. Et le volume de la vapeur, donc c'est le volume au point de prime, on peut le remplacer, puisque c'est un gaz parfait, donc on peut le remplacer par CP1 sur 2. Le volume, c'est R T2, température au point 2, divisé par M fois la pression, qui est égale à P2. M en X. D'accord? Et là, de P2, c'est égal à P1, donc ça devient tout simplement R T2 sur M en X. Voilà, ça c'est W de prime 3. Bien. OK. W34. Euh, 3, 4, d'accord. Donc c'est là aussi adiabatique. Donc la même chose. Voilà, donc on pourra mettre simplement c'est delta U. D'accord? On va appliquer le premier principe. Sinon, voilà, donc généralement ici, on va appliquer le premier principe parce qu'il n'y a pas un autre moyen. On a l'intégrale de moins P fois dV, mais la transformation, nous avons un mélange, donc et ça pose un problème. Donc, normalement, ce qu'il faut faire, c'est passer par l'énergie interne. Donc, c'est delta U. Ça veut dire si U point, point 4 moins U point, attendez, 1 fois 4, voilà. Ou bien simplement, on peut aussi, ok, d'accord, on peut aussi passer par un autre chemin, d'accord. Donc, puisque U c'est une fonction d'état, donc U3 moins U4, d'accord. C'est ça. Delta U. On va
faire la même chose que pour l'entropie, en fait. Donc, c'est delta U, en suivant le chemin 3,3', moins delta U, non plus, pardon, delta U, 3,4. OK, très bien. Alors, delta U 3,3', c'est delta H 3,3', moins delta PV 3,3', plus delta U, ça c'est du liquide, donc c'est le delta U pour un liquide, ça vous le savez, donc c'est égal à CF delta T. Or, delta T c'est T4, ça veut dire T1 non, c'est voilà, T1 moins T2, voilà, c'est bien. Alors maintenant, 3,3', n'oubliez pas que c'est une transformation isobar, donc ici vous avez P2. Et delta H, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est delta Q réversible. 3,3', pardon, c'est pas delta Q, en fait, c'est Q tout court. Voilà. 3,3'. D'accord? Moins P2, delta V. Delta V, c'est quoi? Ben, c'est encore V3 moins V liquide. Et V liquide, c'est négligeable. Et V3, quoi est égal? C'est ce qu'on a ici. Donc, c'est X moins 1 fois VV. OK? Donc, plus c'est F. T1 moins T2. Je continue. Delta Q réversible, c'est l'intégrale de dx puisqu'on est à l'intérieur. Donc, ça serait L2, 0 moins x. Donc, c'est déjà fait. Moins P2 fois V3. On avait dit c'est x moins 1. Non, c'est x, tout simplement. D'accord? Là, c'est noté. C'est x, on va négliger L. Donc, c'est x fois V, V. OK, plus CF T1 moins T2. OK, c'est bon. Donc, W 3, 4, c'est égal moins L de X moins pi de X fois VV qu'on avait remplacé par RT2 sur MP2. Fois quoi? Plus CF fois T1 moins T2. OK, très bien. Donc P2, on va simplifier ici. Et finalement, voilà ce qu'on retrouve. Donc c'est moins L de X. Donc je réécris tout ça. Donc finalement, W 3, 4, c'est égal moins L de X moins RT2 sur MX plus CF T1. Bien, donc là on va arrêter, donc on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Donc il reste encore une ou deux questions. Donc on va continuer la prochaine fois. On se retrouve pour une nouvelle capsule la prochaine fois, Inch'Allah.